8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ont l'habitude, ça ne vous étonnera pas, on a eu un petit problème de son, plutôt j'ai eu un petit problème de son, donc il a fallu réagir en urgence. Il n'y a pas eu de complot, rassurez-vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une émission un peu spéciale ce soir, une émission consacrée au département, on va dire, aux départements généraux, vous verrez, puis surtout, bien évidemment, au département de Haute-Vienne. Alors, pour commencer cette émission... déjà, vous savez, le petit carré bleu ou vert, je ne sais pas comment on dit, bleu canard, on va dire, avec le QR code, c'est tout simple, c'est un site qui est gratuit, d'offres d'emploi, de recherche d'emploi. Vous pouvez déposer votre CV. J'entends tous les jours dire qu'il y a des difficultés de recrutement. Moi, je vous propose un site qui est entièrement gratuit, donc ça ne fait pas de miracle, mais si vous n'y allez pas, forcément, on ne verra pas votre offre. Deuxième petite chose, vous avez en bas à droite de l'écran un autre QR code, c'est si vous voulez poser des questions et que ça ne passe pas sur, si vous voyez que je ne les vois pas sur le chat, vous pouvez passer par là, ça vous amène sur WhatsApp et là vous pouvez poser vos questions. Avant de commencer cette émission, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires, la CCI de Haute-Vienne, la CCI de la Creuse et Limoges Métropole. Les dernières recommandations, vous les connaissez, on est chez moi, donc on est gentil, on est poli. C'est pas parce qu'on est derrière l'écran que on se permet d'être désagréable avec les invités ou avec moi. Bien évidemment, si vous êtes désagréable, j'arrête. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait. Alors, les invités, qui sont-ils? Eh bien, regardez, quelle chance j'ai aujourd'hui. C'est un honneur. Hein. J'ai... Président, je m'excuse, je vais être galant, je vais commencer par Charlotte. Hein. Bien sûr, bien sûr. Charlotte Loiseau, comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Charlotte Loiseau, DGA au conseil départemental. Il y a une spécialisation, c'est DGA Solidarités humaines, ce sont toutes les politiques sociales du département. Voilà, donc on va pas... Alors, moi c'est pour ça que j'aime bien, hein, quand je reçois le président, quand je reçois le conseil départemental, c'est qu'on parle social. Moi, voilà, j'ai une petite appétence pour ça, ça me plaît parce qu'on parle de la vie des gens. Et bien évidemment, Jean-Claude Lebois, président du conseil départemental. Bonjour et merci, président. Bonjour, bonjour à tous. Bon, alors voilà, vous l'avez vu, si vous êtes là pour la plupart, j'imagine, c'est parce que vous avez vu que les conseils départementaux sont en difficulté. Alors, on va demander bien évidemment au président ce qu'il en pense. Pourquoi il a voulu mettre le point là-dessus. Bien évidemment, on ne parlera pas que de ça, on parlera aussi de tout ce qui se passe. Avant ça, je voudrais qu'on lance l'émission avec Isabelle Briquet. Isabelle Briquet, elle est sénatrice, elle est déléguée à la commission des finances. Et le conseil départemental, les personnes du conseil départemental ont été l'interviewer. Je vous préviens tout de suite, le son n'est pas super, le micro n'a pas forcément bien marché. Par contre, c'est sous-titré. Donc, on lui laisse la parole pendant 4 minutes environ. Et puis, on revient pour développer tout ça. C'est parti. Donc Isabelle Briquet, vous êtes sénatrice de la Haute-Vienne, membre de la commission des finances au Palais du Luxembourg. Pouvez-vous nous décrire la situation des comptes publics aujourd'hui et votre analyse de la situation financière des collectivités locales? Aujourd'hui, force est de constater que nous avons une situation des comptes publics très dégradée. D'une part, donc, nous avons des recettes qui sont en nette diminution, sur lesquelles les départements n'ont plus la main, et des charges qui continuent de croître, puisque le département, avant tout, ce sont bien entendu les dépenses sociales, avec une charge croissante au niveau du RSA, au niveau de la prise en charge de la dépendance. Et donc il est difficile d'assumer de telles charges sans avoir les recettes nécessaires. Mais au-delà de la part sociale des départements, ceci joue un rôle majeur à côté des communes, puisque c'est le partenaire des communes dans leur politique d'investissement. Sans ce partenariat, bien des collectivités baisseraient les bras et n'iraient pas sur tel ou tel investissement. Donc, outre la difficulté
qu'ont les départements du fait de l'effet de ciseaux entre recettes et dépenses sur les charges qu'ils ont de toute façon à assumer en matière d'action sociale, ils ne pourront plus, à terme, exercer ce rôle d'équilibre. Et puis ici, on le voit bien en Haute-Vienne, ce rôle d'équilibre entre l'urbain et le rural, qui est fondamental pour la cohésion départementale. Donc, plus de rôle à jouer au niveau des communes, des difficultés pour assumer ces compétences sociales. Là, les départements sont dans un étau et avec une situation compliquée à gérer et des choix difficiles à faire. Vous décrivez donc une situation d'asphyxie financière et de non-compensation des charges des départements. Quelles sont les marges de manœuvre politiques et budgétaires sur lesquelles les territoires peuvent tabler à moyen et à long terme? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une vraie réforme, une vraie décentralisation qui permette à chaque niveau de collectivité d'exercer ses compétences avec les ressources qui puissent permettre l'exercice de ces compétences dans de bonnes conditions. Lorsqu'on a une charge sociale telle que celle des départements, il doit y avoir en face une compensation qui permette d'assumer cette charge-là. Lorsqu'on a aussi un rôle péréquateur comme celui du département à l'intérieur des limites de la Haute-Vienne, il doit aussi être laissé au département des marges de manœuvre pour aller chercher des ressources qui soient propres à l'économie générale du département. Donc la décentralisation, il y a eu des grandes lois de décentralisation, c'est toujours un mot qui a du sens. Après, il faut une volonté politique de l'État pour que celle-ci se mette en place. En tout cas, les collectivités, elles y sont prêtes. Voilà, Président, merci déjà à Isabelle Briquet de s'être prêtée à ce petit exercice. Tout est dit. Beaucoup de choses ont été dites, oui. Alors, mais ça ne m'étonne pas de la part d'Isabelle Briquet, de la sénatrice, qui a été élue précédemment maire et conseillère départementale. C'est pour ça qu'elle connaît très très bien le sujet. Et je pense qu'elle l'a bien présenté. Aujourd'hui, la situation qu'elle a décrite, elle est reconnue comme situation difficile par la Cour régionale des comptes, qui indique que les collectivités, mais surtout les départements, la collectivité départementale, est dans une situation difficile où les dépenses augmentent plus vite que les recettes. Nous n'avons pas la main sur les recettes puisque nous n'avons plus d'autonomie fiscale. Donc il n'y a pas de levier pour aller chercher des recettes. Par contre, les dépenses contraintes qui sont liées au social augmentent très vite. C'est le signe de la société d'aujourd'hui où il y a des situations de précarité que nous devons accompagner, pour lesquelles on doit réagir. Celles-ci sont en augmentation. On le voit pour la petite enfance, on pourra y revenir sur l'aide sociale à l'enfance où le nombre d'enfants qui nous sont confiés est en augmentation. Il y a aussi l'enjeu du vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées, donc c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une prise en charge, un accompagnement pour ces personnes-là. Et aujourd'hui, ces dépenses que les collectivités départementales doivent accompagner, assumer, non pas de la part de l'État la compensation qui a été annoncée il y a quelques années. Donc des dépenses sociales qui augmentent très vite, des recettes qui ne suivent pas cette augmentation. Donc c'est l'effet ciseau dont Isabelle parlait tout à l'heure, que tous les départements ont aujourd'hui, et certains, comme celui de la Haute-Vienne, c'est presque un effet cisaille, puisque nous avons à périmètre constant
entre 2 années d'exercice, un écart qui voisine 25 millions. Donc c'est énorme aujourd'hui entre des dépenses qui augmentent, des recettes qui diminuent parce que la crise, parce que les conditions économiques ne sont pas favorables. Donc les deux additionnés font un delta, un écart. Il faut aller chercher ces 25 millions qu'il faut, là c'est pour donner un chiffre de la situation budgétaire d'une collectivité, et par exemple celle du département de la Haute-Vienne. Alors bon, le constat il est relativement clair, hein, et vous le dites, je trouve, sans catastrophisme, hein, je l'ai déjà entendu. Pour les gens peut-être qui ne connaissent pas bien, parce qu'on fait des fois des petits raccourcis, ok, il y a des dépenses qui ne sont pas compensées, il y a un trou, entre guillemets, mais concrètement, derrière, comment on fait? Mais comment on fait? On ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Quand on est en responsabilité, quand on a une collectivité comme la nôtre, où le social représente à peu près les 3/4 des dépenses, on travaille sur l'humain, on travaille sur j'allais dire, de la naissance jusqu'au vieillissement le plus avancé. On doit mettre en place des politiques pour que les gens puissent bien vivre et être accompagnés tout au long de sa vie. Donc ça, ce sont des dispositifs qui existent avec des associations, avec des structures que l'on accompagne pour permettre d'intervenir. Et puis, il y a aussi aujourd'hui une aggravation de certaines situations. Donc, notre budget, parce qu'on parle argent, il n'y a pas que l'argent, bien sûr, dans les décisions que l'on prend, eh bien, il faut qu'il soit maîtrisé, il faut que l'on puisse avoir une gestion rigoureuse. La rigueur, ça ne veut pas dire de ne rien faire, ça veut dire qu'il faut maîtriser notre budget. Et c'est vrai que la situation du département de la Haute-Vienne aujourd'hui, elle est saine, elle est maîtrisée, elle nous permet de faire face à ce que l'on vit aujourd'hui, pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Mais s'il n'y a pas une prise en compte de la situation des départements par le gouvernement, par les gouvernements qui se succèdent depuis quelques années, nous allons dans le mur, budgétairement, économiquement, pour continuer à faire les politiques que l'on a aujourd'hui en direction des personnes. Alors cette deuxième partie d'introduction, elle se veut plus rassurante, hein, que le début. Vous dites, voilà, on n'est pas tout à fait au bord du gouffre, on a encore de quoi tenir. Il n'empêche quand même, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas au fait, et puis comme plein de gens, hein, qui sont un petit peu spectateurs de la vie du département, c'est bien joli de dire on veut continuer le travail social parce que c'est notre ADN, parce que c'est important, on veut laisser personne sur le bord de la route, mais concrètement, on va le chercher où cet argent, et quelles sont vos discussions aujourd'hui? Enfin, quand je dis vos discussions, c'est les discussions des départements avec l'État. Je veux dire, moi, à un moment donné, si on me doit de l'argent, je vais taper du poing sur la table. J'imagine que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, mais on en est où, juste voilà, pour que les gens sachent un petit peu l'envers du décor? Alors, on ne va pas démonter tout le budget. Je vais dire qu'aujourd'hui, le département, les collectivités départementales, tous les départements de France n'ont pas de recettes fiscales. C'est-à-dire que nous ne prélevons plus l'impôt. Il n'y a plus sur les déclarations d'impôt de l'argent qui revient directement au département. Nous n'avons plus la taxe d'habitation, le foncier bâti a été transféré aux communes, donc il n'y a plus de recettes fiscales. Donc il y a des dotations attribuées par l'État. Et il y en a 2 qui sont importantes. C'est la TVA, qui est l'impôt le plus injuste qui est appliqué à chacun d'entre nous, puisque qu'on soit en difficulté ou pas, le montant de la TVA est le même. Donc les gens paient la même participation à cet effort-là. Et nous, on a un retour sur cette TVA pour payer les politiques sociales. Donc on peut se dire que les plus en difficulté paient autant pour eux que les plus aisés. Et la deuxième dotation que l'on a,
on appelle ça les frais de notaire. C'est les droits de mutation à titre onéreux. Chaque fois qu'il y a une transaction chez le notaire, donc il y a des frais. Et un retour est fait pour les communes, il est fait également en direction des départements. Mais en période de crise, aujourd'hui, les droits de mutation dégringolent. Mais dégringolent fortement, c'est les discussions qu'on a entre départements, ce n'est pas 2-3% que l'on a en moins. Aujourd'hui, c'est environ 20% en moins. Et sur une année budgétaire, je vais donner un autre chiffre, c'est 20%, c'est 10 millions de moins. 10 millions de moins par rapport à l'année précédente. Sur 50 millions que l'on percevait pour équilibrer notre budget, nous perdons 10 millions, il en reste 40. Donc 10 millions qui ne nous arrivent pas en recettes, alors que les dépenses continuent, comme je le disais tout à l'heure, à grimper. Donc deux recettes que l'on a aujourd'hui qui sont importantes, la TVA, impôt le plus injuste qu'il soit, et qui n'est pas aujourd'hui à la même hauteur que précédemment, et deuxième, les droits de mutation qui sont en chute par rapport à l'activité qui est au ralenti aujourd'hui sur les transactions immobilières. Voilà, schématiquement, donner le cadre budgétaire, on ne va pas parler que de cadre budgétaire, mais c'est important. Sans argent, c'est quand même le nerf de la guerre pour conduire les politiques sociales qui représentent les 3/4 de nos missions. Une dernière question, mais après vous y reviendrez si vous voulez, mais une dernière question là aussi, je m'excuse par avance si c'est une question de base, mais concrètement, que risque un département comme le nôtre, qui à un moment donné a des trous trop importants? Qu'est-ce que, déjà par rapport aux gens, aux habitants de la Haute-Vienne, est-ce qu'il peut y avoir une répercussion directe, à part effectivement peut-être j'en sais rien, une limitation des actions sociales, ou est-ce que, comme une entreprise, un département, ça peut être mis en cessation de paiement, ou voilà, c'est peut-être bête comme question, mais je pense que des gens se la posent. Hein. Les gens ont le droit et même le devoir de s'informer et de comprendre la situation d'une collectivité comme la nôtre, parce qu'on est au plus près d'eux, c'est au quotidien, que ce soit pour les collégiens ou ailleurs. Oui, ça peut être des politiques en direction des jeunes qui ne seront plus assurés, ça peut être des aides, des accompagnements au monde associatif, à la culture que l'on soutient et qui pourrait ne plus pouvoir l'être. Il y a toutes les aides que l'on apporte aux communes qui sont, ça a été dit par Isabelle Briquet précédemment, les communes ne pourraient pas faire leurs investissements, c'est-à-dire régler leurs problèmes d'accessibilité pour la salle, agrandir l'école, construire une crèche, sans l'aide du département. L'aide du département, elle est sur tous leurs projets. Donc tout ça, c'est une possibilité. Donc si on va vers là, c'est tout le développement, l'aménagement d'un territoire qui se casse la figure, sans parler de nos propres projets qui ne pourraient pas continuer. On a en responsabilité directe les collèges, on a en responsabilité les routes départementales. S'il n'y a pas des travaux faits de façon régulière, il y a une dégradation très rapide de tout cela. Et je voudrais dire aussi, pour alerter tous les auditeurs et les spectateurs, c'est dire qu'aujourd'hui, l'État est dans une situation difficile. La dette, on en parle aujourd'hui, ça va faire la une des journaux. La dette publique, elle n'a jamais été aussi importante qu'elle est aujourd'hui. Comme si c'était une surprise pour le gouvernement, alors que c'était une annonce qui était déjà connue ou c'était déjà une situation qui était connue. Préparation du budget 2024 sans prendre en compte cela, mais aujourd'hui on est dans des coups de rabot. Le Premier ministre l'annonce, va le re-annoncer, c'est 10 milliards de coups de rabot, il va falloir faire des économies, mais sur quelle politique va-t-il faire les économies? Et j'ai entendu, c'est pour ça que je réponds à votre question, j'ai entendu qu'il y aurait aussi un coup de rabot adressé aux départements, aux collectivités, de presque 4 milliards d'euros. Nous n'y sommes pour rien, nous ne sommes pas responsables de la dette publique de l'État et nous allons devoir mettre la main à la poche pour pouvoir venir pallier à cette erreur ou à cette faute d'équilibre budgétaire, de gestion de la part de l'État
c'est un peu cavalier. J'ai entendu plusieurs réactions ce matin. C'est même, et je suis d'accord avec le député de l'Autrette qui l'a annoncé, c'est presque un mensonge qu'a fait le gouvernement, parce que cette situation, elle était connue depuis le mois de décembre. Il n'y a pas eu de débat parlementaire, il y a eu un 49.3 qui a fait que la loi de finances permette ensuite au budget d'être voté. On est dans cette situation aujourd'hui qu'on a l'impression de découvrir, mais qui a des conséquences également pour le département. Donc tout cela fait effectivement que l'on a quelques inquiétudes. On est aujourd'hui, moi je suis un peu scandalisé par la façon dont l'État gère aujourd'hui l'action publique au niveau national. Bien. Eh bien voilà, hein, on a tout ce qu'il faut. Moi, alors chaque fois, c'est ça qui est pénible, c'est qu'à chaque fois, j'écoute, et puis il y a des questions qui viennent. Juste, en quelques mots, oui. Peut-être, vous savez, ça revient régulièrement, qu'on dit, ah ben les départements, est-ce que c'est le bon échelon, est-ce qu'on le garde pas, est-ce que ce genre de situation ne peut pas amener à reposer encore cette question sur la table, de dire, ah... Pour moi, les départements, je suis un départementaliste convaincu. Je l'étais avant d'être dans cette fonction, parce que là, le département est la collectivité qui permet de procéder à une solidarité en direction des communes, une péréquation que l'on peut faire entre nous et puis venir aider les communes. Et aussi l'échelon, le département est aussi l'échelon où les personnes peuvent se rencontrer, se parler, se connaître physiquement et redistribuer ensuite entre nous pour pouvoir réaliser des projets. Pour moi, les départements sont les pivots de l'édifice territorial. Si on touche à ce pivot-là, on va éloigner le citoyen du lieu de décision où il y a aujourd'hui une action en leur direction. Et le risque, il est important. Il y a les deux collectivités les plus anciennes qui sont aujourd'hui reconnues par les citoyens, par les habitants, ce sont les communes et les départements. C'est les deux collectivités qui ont été créées. Bon, après la Révolution, ça avait du sens. Je ne dis pas qu'il faille s'arrêter là, puisque les communautés de communes ont permis de faire ce qu'une commune ne pouvait pas faire seule. Les régions ont été amenées pour pouvoir travailler sur d'autres registres, sur l'innovation, sur l'économie, sur l'industrie, sur des projets également que l'on peut partager aussi avec les territoires. Parce que les compétences, il y en a que l'on assure directement et il y en a d'autres qui sont partagées. Donc ça, on peut l'entendre. Mais les deux incontournables qui sont au quotidien des gens, et la commune, c'est le département et la commune. Allez, on va prendre une petite respiration toute courte, avant de retrouver Charlotte. Et je sais qu'elle attend, Charlotte Loiseau, elle attend, elle se dit c'est bientôt à moi, là, tac, hop, et oui, bien sûr, c'est à elle. Mais avant ça, un grand merci à la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne d'accompagner cette émission, ben ouais, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Et c'est promis, on revient avec Charlotte Loiseau. Regardez, impeccable, un gros plan, super. Comment ça va, Charlotte Loiseau? Ça va bien, merci. Ça va bien? Ouais. Y a tellement de choses à dire. Hein. On pourrait faire une émission tous les soirs. Hein. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est passionnant et puis peut-être que les gens de l'extérieur ne se rendent pas bien compte effectivement de tout cet investissement du conseil départemental. Là, on est le président, mais il y a tous les agents qui sont derrière aussi. Vous nous le direz, c'est très important. Charlotte, avec vous, je voulais qu'on voit le grand âge. Alors c'est vrai peut-être qu'on est dans un département ou sur un territoire où le grand âge compte. Alors on ne peut pas parler aussi des choses complètement séparées. Il y a le grand âge, on parlera du handicap, on parlera de ces choses-là parce que ça nécessite des actions particulières. Quelle est la situation, quelle est la vision du conseil départemental de Haute-Vienne aujourd'hui par rapport au grand âge? Quels sont les axes sur lesquels vous travaillez? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible?
Alors le département a renouvelé récemment son schéma de l'autonomie qui a permis justement de faire un peu le portrait du département. Donc on est un département, comme au niveau national, qui est vieillissant, avec une population de plus de 60 ans et plus qui va augmenter d'ici 2050. Donc 60 ans, c'est la référence qui est prise dans les statistiques. Vous confirmez que ni moi ni le président ne sommes là. Hein? Attention, Charlotte. Tout à fait. 60 ans, c'est l'âge qui est pris en référence puisque c'est l'âge d'entrée en EHPAD. C'est à partir de 60 ans. Et donc, dans les projections INSEE, dans les projections OMPAL, ce sont des modèles statistiques. À l'horizon 2050, la population donc de plus de 60 ans et plus représentera 35% de la population viennoise. Donc, il devient urgent de prendre en compte ce vieillissement qui devait faire l'objet d'une grande loi nationale, la loi pour le bien vieillir, la loi grand âge, et qui a été repoussée d'année en année. Alors, il y a d'abord eu l'excuse de la période Covid, et depuis, elle ne cesse d'être repoussée d'année en année. Et on attend vraiment aujourd'hui, nous les départements, une loi ambitieuse sur ce sujet, puisque la situation est malheureusement très, très difficile aujourd'hui pour l'ensemble des structures qui accompagnent les personnes âgées dépendantes. Par rapport aux personnes âgées, là aussi, on prend un peu de retard, je vous le dis, mais c'est de ma faute, soyez pas surpris. Il y a différents enjeux. Il y a les EHPAD, il y a aussi les services d'aide à domicile. Je me permets de poser la question parce que c'est une thématique qu'on retrouvera sans doute quand on va parler un peu de handicap. Le domicile est un enjeu majeur si on parle d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, si on parle de vouloir continuer à vivre à la maison. Président, vous êtes aussi à l'antenne, vous pouvez venir en appui là-dessus. On avance là-dessus parce que on a des problèmes de RH, je dirais, de recrutement, c'est des métiers qui sont difficiles, etc. Ça devient aussi difficile en EHPAD, dans les structures. On en est où par rapport à ça? Alors, une des difficultés, ça a été, je pense, la période Covid, qui a mis l'accent sur les métiers essentiels, et notamment les métiers du prendre soin, et notamment des publics vulnérables dont font partie les personnes âgées. Et la difficulté, c'est qu'en ayant mis finalement la lumière sur ces métiers, on a mis aussi la lumière sur les difficultés, parce que travailler avec des publics vulnérables, se déplacer à domicile, faire face à la maladie ou aux difficultés de la perte d'autonomie, voilà, ce ne sont pas des métiers qui sont évidents. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de revalorisation de l'ensemble des métiers. Donc vous avez eu la branche de l'aide à domicile notamment qui a bénéficié de ces revalorisations. Le problème, c'est que ces revalorisations salariales qui sont nécessaires et que tout le secteur en fait appelle de ses voeux n'ont pas été compensées au niveau national. C'est-à-dire que l'État n'a pas du tout pris en compte le modèle de financement. Il a demandé au département d'en financer une partie, mais en ne le compensant qu'à moitié. Ce qui fait que, in fine, cela a finalement contribué aussi à aggraver les difficultés financières des services d'aide à domicile. Vous avez aussi la question aujourd'hui qui se pose de l'inflation, et nous sommes dans un département dans lequel le taux de pauvreté est d'environ 15%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale, donc avec des habitants qui n'ont pas non plus les ressources pour pouvoir payer des services très chers. Donc il faut trouver un peu cet équilibre-là entre à la fois pouvoir faire tourner un service et en même temps faire en sorte que les usagers qui en payent une partie, puisqu'il y a toujours des tickets modérateurs, un reste à charge voilà, qui s'applique, puissent le financer. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans cette équation impossible et avec des financements de l'État qui ne suivent pas, puisque on vous a expliqué en introduction la situation budgétaire et quelles étaient nos marges de manœuvre. Aujourd'hui, on n'en a plus. Et aujourd'hui, donc, on est dans cette situation extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement tendue. Président, je vais vous donner un peu la parole là-dessus parce que je connais votre attachement à la proximité et là, on est dedans. On est vraiment au plus près des personnes qui en ont besoin. Alors, Charlotte disait une équation impossible, en tout cas une équation sur laquelle on est obligé de se pencher. Parce qu'on ne peut pas à la fois, mais je vais faire une généralité et surtout n'hésitez pas
à me rattraper, mais on ne peut pas à la fois dire il n'y a pas de place en établissement et ne pas être au point sur le domicile. Enfin, on ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Moi, je pense que ce que vient de dire Charlotte, c'est-à-dire que quand on travaille sur l'humain, sur des personnes, on parle de parcours de vie. Cette personne, elle doit vivre le mieux possible, quel que soit son âge. Je pense que c'est le principe du schéma d'autonomie que l'on a adopté. Cela veut dire aussi que lorsqu'on perd un peu de notre autonomie, il y a des étapes, il y a des degrés dans la perte de l'autonomie. Donc il faut privilégier. Et ça correspond aussi à la demande des personnes, le maintien à domicile. Le maintien à domicile, ça veut dire rester chez soi, mais pouvoir être capable d'accomplir les gestes au quotidien. Donc il y a là les aides à domicile, il y a les associations avec leur personnel qui interviennent. Ensuite, lorsqu'on a un peu plus de dépendance, eh bien, on se dirige vers des structures plus adaptées. Ça peut être les logements adaptés qui existent dans plusieurs communes de notre département. Ce sont des pavillons par groupe de 2, 3. Et il y a des services 4. qui sont mutualisés. Voilà, il peut y avoir des services mutualisés, mais il y a surtout des équipements qui sont adaptés à la personne en perte d'autonomie ou vieillissante, avec des aménagements très particuliers, très adaptés, et qui ne les éloignent pas forcément de la commune où ils habitaient précédemment. C'est dans un bourg où ils peuvent encore sortir pour aller faire leurs courses, pour aller chez le médecin. Ensuite, il y a des structures plus collectives comme la résidence autonomie, et à la fin, il y a les EHPAD. Donc il y a tout cela qui correspond à notre schéma de l'autonomie en direction des personnes. Et après, comme on est dans un département où la moyenne d'âge est un peu plus élevée, et Charlotte a donné quelques chiffres, il faut le prendre comme un atout. Ça veut dire qu'on vit longtemps dans notre département, à condition... Parce qu'on y vit bien. Parce qu'on y vit bien, parce qu'on y est bien. Mais oui, je pense que je le mets en avant parce que c'est une de nos caractéristiques, il faut le considérer comme un atout, à condition qu'on nous donne les moyens de pouvoir mettre en place ces politiques-là. Et c'est pour cela que tout à l'heure, Isabelle Briquet en parlait aussi, quand il faut travailler sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire un peu plus confiance aux politiques que chacun d'entre nous conduit sur le terrain, et qu'on soit accompagné, mais qu'on ne réponde pas toujours à des appels à projets qui correspondent à des demandes nationales auxquelles on ne répondra pas, ou on répondra, mais ça nous coûtera encore de l'argent, alors qu'on a déjà sur place les politiques qui correspondent aux attentes des gens, mais qui demandent à être accompagnés. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas cet accompagnement et que les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, eh bien, sont en difficulté financière. Et je le dis ici, ce n'est pas aux personnes à payer des sommes considérables parce qu'elles ne pourront plus aller en EHPAD, elles resteront chez elles, mais dans quelles conditions? Donc là, il y a une urgence à avoir pour que l'accueil en EHPAD soit dans les meilleures conditions possibles, qu'on permette aux EHPAD d'investir, d'améliorer, et aussi aux personnes de pouvoir financer leur maison de retraite, et que ce soit de la solidarité nationale, que les plus favorisés, c'est-à-dire, on va le dire, mais que l'impôt des ultra-riches serve à tout le monde. Et aujourd'hui, l'État se passe de recettes, et bien entendu, les conséquences sont sur ce type d'équipement dont je viens de parler, c'est-à-dire les EHPAD, qui se retrouvent dans des difficultés considérables. C'est-à-dire qu'en 2023, on a des EHPAD, on parlait tout à l'heure de déficit, il y a je sais pas, sur 40 EHPAD que l'on a, il y a une dizaine. 65%. 65%, oui, 65% qui sont en déficit budgétaire. C'est énorme. Très bien. On l'a compris, là aussi, il reste du chemin à faire, hein. Il y a des messages qui sont délivrés. Je voudrais qu'on parle d'un point qui est très important, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas trop de quoi on va parler. On ne mesure pas la charge. Alors la charge au sens occupation, argent, solidarité. Je voudrais qu'on parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Je vais en dire un mot, et Charlotte complétera avec des chiffres. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance.
c'est une compétence que tous les départements doivent assumer. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on a des enfants qui se retrouvent dans des situations difficiles, où ils ne peuvent pas, où ils doivent être accompagnés par des mesures ponctuelles, où ils ne peuvent pas rester dans le foyer, eh bien, ils relèvent de la responsabilité du conseil départemental. Et la situation d'aujourd'hui doit nous alerter. Le nombre d'enfants qui nous sont confiés a augmenté de 40% en 5 ans. Nous sommes passés de 800 et quelques à 1200 aujourd'hui. Donc c'est un signe, c'est une alerte qui est donnée, qui montre que dans la société d'aujourd'hui, il y a des situations difficiles. Donc nous, on le met en avant et je le mets en avant, c'est un devoir pour nous. Un devoir de pouvoir faire au mieux pour ces enfants qui nous sont confiés. Mais la difficulté, elle est là. Elle est dans cet accompagnement possible et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir le faire, cet accompagnement, en direction des 1200 enfants, nature très différente, nous sommes obligés, nous avons été amenés en un an et demi, de mettre 10 millions de plus dans des structures nouvelles, dans des MEX, dans des maisons d'enfance à caractère social, pour pouvoir les accueillir. 10 millions de plus. Donc vous voyez que l'on a des dépenses énormes en social. Je viens de donner un autre exemple par rapport à tout à l'heure. Je vous ai parlé des recettes qui se cassent la figure, des dépenses qui augmentent, et ces dépenses-là, doivent être accompagnées. C'est ce qu'on réclame au niveau des départements de France, par une solidarité nationale, sinon on ne s'en sortira pas. Il y aura une difficulté pour pouvoir l'assumer, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Voilà. Charlotte, déjà je voudrais passer un petit coucou au personnel qui travaille à l'ASE au département, dont Héloïse, etc. et puis toutes les équipes. De qui on parle? Avant d'aller plus loin, de qui on parle? Une fois de plus, je ne suis pas sûr que les gens savent qui sont ces enfants. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par ces enfants et en quelques mots, en quoi consistent les accompagnements? Parce qu'il y a plein de sortes d'accompagnements possibles. Le président parlait de la MEX, il y a des accompagnements plus ou moins rapprochés, plus ou moins intensifs, etc. Souvent on le dit, en tout cas moi je me permets de le dire, c'est un enjeu particulièrement important parce qu'il ne faut pas que ces enfants aient la double ou la triple ou la quadruple peine. Exactement. Alors les 1200 enfants confiés au département, effectivement, ont des profils très divers, mais leur point commun à tous, c'est que soit ils sont en situation de danger, soit ce sont des enfants confiés parce que l'autorité parentale ne peut plus être exercée. Par exemple, des accouchements sous X, l'enfant est confié au département. Donc on est bien en responsabilité aussi sur des tout-petits. Alors les situations sont très diverses, peut-être quelques exemples, quelques caractéristiques qu'on peut repérer. Nous sommes très inquiets, nous aujourd'hui par exemple, sur des grossesses très précoces et juvéniles qui peuvent traduire aussi un relâchement dans la compréhension de ce qu'est aujourd'hui la parentalité, de ce qu'est le rapport à la sexualité aussi. Ça, c'est un des phénomènes que l'on constate aujourd'hui, des carences éducatives. Et puis, on a aussi des profils en matière de protection de l'enfance qui sont de plus en plus complexes, avec des troubles du comportement, des troubles du handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, dans le contexte national, on sait aussi les difficultés de la protection judiciaire de la jeunesse sur voilà, le volet judiciaire. On connaît les difficultés de la pédopsychiatrie aussi, qui a des difficultés pour recruter des médecins psychiatres, pour accompagner ces profils de plus en plus complexes. Mais le département, lui, il a en charge ses enfants. Il est ce qu'on appelle service gardien, c'est sa compétence obligatoire. Lui, il est obligé d'assumer et de proposer des accompagnements à ses enfants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye d'innover, on essaye de répondre à l'ensemble des problématiques. Alors je peux donner quelques exemples. Bien sûr. Le président l'a dit, c'est plus 10 millions d'euros sur le budget 2024 pour accompagner les enfants confiés. Il y a une programmation de plus de 80 places
que ce soit en maison d'enfance à caractère social, dans des lieux de vie et d'accueil. On a lancé aussi une campagne de recrutement pour recruter des assistants familiaux, parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que les assistants familiaux sont les principaux pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Les assistants familiaux, c'est ce qu'on appelle les familles d'accueil. Voilà, c'est le nom qu'on entend. Qu'on entend communément. C'est pas facile à trouver. C'est la famille d'accueil, c'est la famille qui accueille dans son domicile, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un enfant qui nous a été confié et qui a besoin de soutien, d'accompagnement, de retrouver une sécurité affective, d'être accompagné dans son développement pour pouvoir petit à petit accéder à l'autonomie, développer ses compétences et devenir un citoyen ordinaire comme tout un chacun. Donc c'est très important puisque aujourd'hui plus de 50% de l'accompagnement des enfants confiés sont réalisés aussi par les assistants familiaux. Un gros travail. Président, je vais vous donner la parole. Alors là, pour le coup, là, vous avez vu comment je me suis imposé face au président, même pas peur. Hein. Mais je vais vous donner la parole. Juste un petit truc par rapport à ça. Déjà, je crois qu'il faut vraiment souligner le travail des professionnels de l'ASE. Complètement. On n'imagine pas de l'extérieur comment c'est difficile, comment elle travaille dans l'urgence par moment, etc. Hein, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une ordonnance provisoire de placement du juge qui vous dit qu'il faut placer l'enfant. Voilà, c'est des équipes qui sont sur le pont. Voilà, c'est pas dans 15 jours. C'est des équipes qui sont sur le pont et qui essayent de trouver des places d'accueil le plus vite par rapport à ça, donc la question c'est pour vous deux, et Président, je vous donne la parole. On le sait, dans le médico-social, dans l'éducatif, dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle, il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une crise des vocations, etc. Est-ce que ça a un impact aussi là-dessus? Oui, ça a un impact parce qu'on demande à des professionnels, à des éducateurs d'assurer des missions qui ne devraient pas être les leurs, par manquement en pédopsychiatrie, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut, quand il y a un jeune qui est jeune, quel que soit s'il est placé ou pas, ou s'il est accompagné, que le bon intervenant soit présent. Et quelquefois, c'est le pédopsychiatre. Et ce n'est pas le rôle de l'éducateur. C'est peut-être la justice parce qu'il y a une défaillance. C'est peut-être l'éducation parce qu'il y a un problème de scolarité. Donc je pense que c'est ce parcours dont on parlait tout à l'heure qui doit être aujourd'hui le fil conducteur de la prise en charge de ce jeune. Et aujourd'hui, les métiers qui sont peut-être en tension, manque d'attractivité, mais ça peut être lié au fait que souvent on est seul face à ces situations alors que ça ne relève pas de la compétence. Donc moi, je souhaite dans ce domaine-là qu'on s'inscrive dans l'accompagnement le plus tôt possible, dans la prévention. Et c'est ce que l'on peut commencer à faire dès la PMI, dès la protection maternelle et infantile, lorsqu'on rencontre des parents. Le premier contact, il est important. Donc on doit élaborer cet accompagnement en fonction des situations que l'on découvre. La prévention spécialisée, c'est une vision d'ensemble. C'est pas et on est dans l'urgence, et on va y rester, parce que si on a fait le CDEF, le Centre départemental de l'enfance et de la famille, c'est justement pour accueillir. Mais il y a tout le suivi que l'on peut faire en amont pour des situations que l'on connaît. Mais on ne peut pas le faire seul. Il faut que l'on ait de la pédopsychiatrie, que l'on ait la justice avec nous, et que l'on ait l'éducation avec nous. Bon, je vous le dis tout de suite, on est à la ramasse. Hein, ça devrait finir dans 3 minutes. C'est pas grave, on ne fera pas tout, mais bon. C'est pas grave. En attendant, on remercie Limoges Métropole et puis on revient et on va parler d'autres choses, vous allez voir. Bon, je les ai prévenus en off, hein, on va reparler d'argent. Non, c'est pas vrai, on va pas parler d'argent. On va... alors... On en dira un petit mot, peut-être juste un petit mot, Président, petit mot. C'est dans la catégorie, mais on va rejoindre les mêmes thématiques en fait. Quand on dit l'insertion, ça va coûter cher au département. Ouais, ça coûte cher, c'est important et ça coûte cher. C'est important et ça coûte cher. Court, hein, Président. Oui, court. Mais moi justement, si je veux faire court,
la question est toujours ramenée sur de l'argent et je voudrais que l'on puisse mettre en avant tous les projets d'accompagnement dans l'insertion que le département accomplit grâce à ses structures partenaires. On ne part pas de zéro aujourd'hui, donc moi je voudrais que l'on parle d'insertion plutôt que de charges, parce qu'on parle du RSA, on parle des montants qui ne nous sont pas compensés. Effectivement, ça flambe. Et là, on le dénonce au niveau national. Mais moi, je voudrais là-dessus saluer toutes les personnes, qu'elles soient du département ou de structures partenaires, qui travaillent sur l'insertion. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les personnes vers une activité professionnelle, vers peut-être une meilleure maîtrise de leur quotidien, mais vers peut-être une gestion simplement de leur budget. On a des situations très différentes, très difficiles. Avant de faire de l'insertion professionnelle, il faut faire de l'insertion sociale. Donc moi, je voudrais que l'on puisse redonner du sens à toutes les actions d'accompagnement que les uns et les autres font. Donc c'est pour ça que je ne parle pas d'argent, je parle de l'humain. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été fracassés par la vie, auxquels on doit également apporter une attention particulière. Et je terminerai là-dessus parce que on parle aussi de la fraude du RSA. Elle existe, on contrôle, on est derrière. Mais je vous dis simplement à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, cette fraude du RSA est 40 fois inférieure à la fraude de l'impôt des plus riches. Voilà. Je voudrais dire que si on devait aller chercher de l'argent, il faudrait aussi qu'on regarde de l'autre côté. Donc, je n'excuse aucun fraudeur, mais je voudrais qu'on relativise, bien entendu, l'importance de la fraude. Et sur la fraude du RSA, on est vigilant. Et ce que je voudrais dire, pour terminer, un mot, c'est que c'est l'homme, la femme, qui est important à être accompagné. Voilà, et on sait que ça vous tient à cœur. Hein. Ce n'est pas la première fois que vous venez, et effectivement, on a toujours ce discours. On va passer une petite vidéo, comme ça on va prendre le temps tranquille de respirer. Une vidéo de Philippe Barry, qui est conseiller départemental délégué biodiversité et eau, parce qu'on va parler environnement, et ça nous permettra à la fois de parler de la position du département par rapport à l'environnement, et puis de parler un peu d'agriculture aussi, parce que ça aussi, il faut en parler. Allez, c'est parti. Philippe Barry, vous êtes conseiller départemental délégué aux politiques de l'eau et de la biodiversité. Pouvez-vous nous dresser en quelques mots le portrait écologique du département de la Haute-Vienne, les forces, les faiblesses et les priorités à engager? Le département de la Haute-Vienne abrite un patrimoine naturel relativement important, que ce soit à travers ses cours d'eau, zones humides, plans d'eau, ses massifs forestiers, une grande diversité d'espaces naturels. Et aujourd'hui, cette richesse a une certaine vulnérabilité face au changement climatique. On le voit avec l'impact de ce changement climatique sur les cours d'eau, bien sûr, mais c'est vrai aussi sur les massifs forestiers, avec des essences qui sont fragilisées. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de s'adapter. Et le département de la Haute-Vienne entame un travail de réflexion, a entamé depuis longtemps un travail de réflexion sur cette adaptation nécessaire au changement climatique. Ainsi, un travail est mené sur les forêts départementales, sur du reboisement avec des espèces moins sensibles, mieux adaptées à ce changement climatique. Tout un travail aussi en direct, mais en soutien d'autres structures sur la question des cours d'eau, des zones humides. Donc une réflexion globale pour préserver les richesses de ce département dans un contexte de transition écologique absolument nécessaire, de transition énergétique aussi, et dans un contexte de changement climatique de plus en plus marqué. La Haute-Vienne doit s'inquiéter désormais des disponibilités de la ressource en eau et même des ruptures d'approvisionnement en eau potable dans certaines de ses communes. Quel est le rôle du conseil départemental dans ce dossier crucial? Effectivement, on est aujourd'hui face à une problématique majeure en matière de quantité et de qualité de la ressource en eau, puisque nous disposons d'énormément d'eau superficielle, notamment de cours d'eau, mais pas de réserves souterraines sous forme de nappes, simplement des réserves fragiles dans des fissures, dans des arènes granitiques. Et aujourd'hui, il y a un
déficit en matière d'approvisionnement sur certaines communes, une problématique importante en matière de quantité et de qualité de la ressource en eau potable, et le département a pris à bras le corps ce sujet majeur dans le cadre d'une étude sur la ressource en eau, une étude pluriannuelle qui va rendre ses résultats fin 2024 pour voir justement comment préserver la ressource en eau, c'est-à-dire préserver les réserves naturelles en eau, mais également comment organiser, comment faciliter l'organisation des structures distributrices d'eau potable à travers un soutien majeur à ces structures-là pour garantir sur la durée une production d'eau potable suffisante pour les communes avec des interconnexions entre les différentes unités de production, mais également la préservation d'une quantité et surtout d'une qualité de ressources d'eau superficielle suffisante. Président, alors, cette transition écologique, c'est quoi la posture du département? Quels sont les enjeux? Alors rapidement, bien sûr. Maintenant, je vais mettre rapidement à chaque fin de phrase, Président. Donc je vais faire vite. Cette transition, je pense qu'il faut que l'on puisse mettre des actions derrière ce mot, justement. Oui. On est dans la transition, dans la mutation. Avant tout, on est dans une prise de conscience des enjeux essentiels, mais qui auraient pu exister avant. Lorsqu'on parle de l'eau, comme le fait Philippe Barrique, lorsqu'on parle de la richesse de notre sol, la biodiversité, la présence du vivant, quelle que soit sa forme, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce que l'on fait pour conserver tout cela et comment on peut faire évoluer les consciences? Donc il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, il faut que l'on puisse montrer nos espaces naturels sensibles. On en a plusieurs sur le département, des visites, de la pédagogie, de l'accueil des scolaires, à la tourbière des Doges, etc. Pourquoi c'est important de conserver tout cela? Donc ça, il faut qu'on le fasse. Et on le fait. Il faut continuer. Ensuite, sur l'eau. L'eau, moi je dis que c'est l'enjeu, c'est l'essentiel de la vie. C'est grâce à l'eau que l'on peut vivre. Et je voudrais qu'on puisse faire de cet enjeu une réflexion partagée par tous, partagée par ceux qui interviennent sur la gestion de l'eau et aussi par les consommateurs. C'est-à-dire on doit partager cette volonté d'économiser l'eau, de bien y faire attention pour que... C'est simple, le problème on peut le poser très facilement. De se dire que dans 30 ans, dans 40 ans, ici en Haute-Vienne, quand on ouvre un robinet d'eau, de l'eau coule. Voilà l'enjeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Et ce que l'on fait en Haute-Vienne, ce n'est pas ce que l'on fera peut-être dans un autre département. On a la chance d'avoir de l'eau. Alors de l'eau de ruissellement, comme ça a été dit, on n'a pas de nappe phréatique, mais on a des caractéristiques sur notre sol qui fait que l'eau, elle est présente. C'est pour cela que je souhaite que l'on puisse faire un schéma départemental en mutualisant les réseaux, en mettant en connexion les différentes distributions, ou les pompages, ou l'alimentation, que ce soit un enjeu qui soit pris en compte par tout le monde. Il n'y a pas de périmètre administratif pour l'eau. Il est question de bassin versant, il est question d'autre chose, mais pas de l'échelle du département, elle peut être débordée. Donc il y a une question de bassin versant. Donc aujourd'hui, l'eau, il faut la remettre au centre de nos réflexions, le bien commun qui donne l'importance à la vie. Donc ça, c'est essentiel. C'est pour cela que cette réflexion, il faut qu'on la conduise territoire par territoire. J'ai dit tout à l'heure que j'étais un départementaliste convaincu. Je suis un décentralisateur aussi convaincu. Je pense qu'il faut faire confiance au territoire. C'est pour cela que demain et après-demain, le groupe dans lequel je suis au niveau des départements de France se retrouve à Nevers pour parler d'une décentralisation citoyenne. Voilà. Très bien, on l'a compris. Il y a un enjeu territorial, il y a un enjeu sociétal, oui. L'eau aussi. On doit tous se retrousser les manches, mais il y a des compétences, il y a déjà des choses qui se passent. Et effectivement, votre idée, c'est de mettre en place un schéma, c'est-à-dire une mise en cohérence des actions pour pouvoir les développer. Qui dit
qui dit environnement, qui dit écologie, amène forcément à un moment donné à réfléchir à l'agriculture. Alors, ça a été, nous, on est très bien placés dans notre département, on a de vraies richesses de ce côté-là. Il y a aussi là de vrais enjeux. On vous a vu au salon de l'agriculture. Bon, certains se sont peut-être montrés alors qu'ils n'avaient jamais vu un agriculteur de leur vie. C'est pas votre cas. Non, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je suis issu de ce milieu-là. On l'est tous. Le département est un département rural. C'est un département agricole. C'est un département d'élevage bovin, mais pas que. Il y a le l'ovin, il y a du porcin. Il y a toute cette diversité aujourd'hui, même avec le maraîchage, avec d'autres productions. Et je suis sûr que dans cette mutation dont on parlait tout à l'heure, la révolution verte vers laquelle on va aller, vers les cercles, des cercles vertueux, mais la Haute-Vienne peut servir de laboratoire, peut être un exemple. Parce qu'on peut avoir un approvisionnement alimentaire sur notre territoire très diversifié. On peut produire tout. On peut aller de la viande aux légumes, aux œufs, à la volaille. On a tout. Donc c'est pas la Beauce. Je veux montrer par là qu'on a une certaine richesse, une particularité aussi. On a la possibilité de travailler à notre échelle, sur les énergies renouvelables. C'est important, c'est un enjeu pour demain. Si on veut dire non aujourd'hui aux énergies fossiles, il faut qu'on puisse trouver des alternatives. On a aussi toute la partie commercialisation que l'on peut mettre en avant, c'est-à-dire celle des circuits courts, celle qui va directement du producteur au consommateur, avec nos écoles, avec nos collèges, avec nos EHPAD. Et puis aussi reconnaître la place de l'agriculteur, du producteur, de l'éleveur, du paysan, j'aime bien ce mot-là, dans le village, dans la commune. Il a un rôle social aussi, pour le tourisme aussi de demain, parce que un paysan, il peut avoir plusieurs facettes dans ses activités. Donc c'est tout cela qui peut permettre à notre département d'être le laboratoire, à condition, bien entendu. Et c'est peut-être une des revendications que les agriculteurs formulent, qu'il y ait un revenu décent à ces différentes activités dont je viens de parler. C'est ça qui est important, et l'agriculteur, le paysan, il est capable de comprendre tout ça à partir du moment où il a en face le revenu décent. Très bien. Allez, il nous reste 4 minutes, on va faire l'enjeu, enfin 4 minutes, on a déjà dépassé d'un quart d'heure, mais il nous reste 4 minutes. On va remercier un dernier partenaire, la CCI de la Haute-Vienne, qui est là depuis plusieurs années, et puis on va parler des projets, de l'actualité, des infos positives, sans dire que le reste n'était pas positif, c'était différent. Allez, on est revenu pour cette dernière partie. Après, promis, vous pourrez aller manger si vous voulez, mais vous pourrez aussi vous repasser l'émission. Président, il y a une actualité positive, mais je dirais, comme je disais tout à l'heure, différente, tout simplement, parce que l'actualité, c'est aussi ça. Hein, c'est pas, si on n'en parle pas, ben, on ne saura jamais. Donc, c'est très bien d'en parler. Mais il se passe beaucoup de bonnes choses sur notre département. Je vois que vous avez entre les mains quelque chose qui m'est particulièrement cher, la culture au grand jour. La culture au grand jour. Attendez, on va essayer de faire un truc, vous allez voir. Tac, oh là c'est beau. Hein. Ah oui, levez-le un peu, regardez ça, là, on se croirait sur TF1. Ouais, on se croirait sur TF1. La culture au grand jour qui est la fête hein, de la culture avec une grosse action du conseil départemental. C'est quoi la culture au grand jour? Parce qu'il y a des gens de Paris hein, qui nous regardent, Président. C'est quoi la culture au grand jour? Bienvenue à tous dans notre département. La culture au grand jour, c'est un rendez-vous tous les ans. Début du mois d'avril, ça commence le 30 mars et ça va jusqu'au 14 avril, 40 spectacles très différents, de la danse au théâtre, la musique, du chant, des expositions, un peu partout sur le département. Entrée gratuite, voilà. Financée par le département pour les différents acteurs, les différentes troupes qui se produisent. Donc les communes nous accueillent. Il y en a 35 différents tous les ans. Ça veut dire que tous les 4 ans, 5 ans à peu près, chaque commune du département a un spectacle de qualité offert
à la commune et offert aux différents spectateurs. Un petit mot de mémoire. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai eu une vie dans le spectacle aussi. Hein. J'ai eu une compagnie de théâtre professionnelle. Et c'est vrai que c'est une formidable opportunité pour les compagnies locales d'aller à la rencontre du public parce que ce n'est pas toujours des métiers faciles, etc. Est-ce que je me trompe si ça a été mis en place avant Madame Pérol-Dumont ou Je pense que ça a été mis en place. C'est la 34e édition. Alors, si on fait le oui, retour alors oui, en arrière, ça devait être un petit peu avant. Mais je sais qu'elle était particulièrement sensible à la culture. Je pense qu'elle était vice-présidente à la culture à ce moment-là. C'est ça, vous voyez. Donc j'en profite. Si on fait un calcul en arrière, 34e édition 2024, on doit arriver dans les années 1990. Et elle m'avait beaucoup marqué parce qu'elle était, comme vous d'ailleurs, très proche des gens et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. On lui dit bonjour, elle est juste en bas de la rue. Alors, il y a la culture au grand jour qui est importante. Il y a en course pour les jeux, c'est l'actualité. En course pour les jeux, oui, comme vous le savez, on n'est pas le seul, mais nous n'avons pas financé le passage de la flamme sponsorisée, je ne vais pas le dire par qui, et je l'ai regretté un petit peu. Donc nous avons mis en place des villages olympiques. On a mis une vingtaine de villages olympiques depuis 18 mois pour associer tous les élèves de CM2, tous les élèves de 6e du département à des activités sportives, à la rencontre aussi de sportifs, pour leur faire un petit peu appréhender quelles sont les valeurs de l'olympisme. C'est quoi l'olympisme? C'est quoi comme valeur? Pourquoi on parle d'olympisme? Donc on prépare les jeunes à ces Jeux olympiques qui auront lieu en France au moins cet été, olympique et paralympique bien entendu. Donc avec un grand rendez-vous final au lac de Saint-Pardoux le 22 et 23 juin. C'est surtout le dimanche, même le samedi soir, où nous inviterons tous les jeunes à venir avec leur famille se préparer à ces Jeux qui vont être un moment important pour notre pays. Hein. On en connaîtra certainement, beaucoup d'entre nous n'en connaîtront pas d'autres en France. Donc c'est un moment à apprécier, à découvrir, à condition de donner un peu de sens aussi à ce qu'est l'esprit olympique. Alors, on va terminer. Je n'avais pas prévu de poser la question, mais je la pose quand même. Ça ne fait rien, c'est comme ça, parce que, voilà, on n'en a pas beaucoup parlé. Un petit message pour Monique Plazzi, pour Sylvie Achard, pour Karine Barthes. Je vois bien. On n'a pas parlé handicap du tout, mais je voulais quand même qu'on réaffirme la position du conseil départemental dans le champ du handicap, parce que c'est aussi, on a parlé de l'ASE, on a parlé de plein de choses. Il ne se passe pas rien sur ce département. Alors je vais laisser la parole à Charlotte. Je voudrais dire, et si on n'en a pas parlé, à la limite, ça veut dire que pour nous, on ne fait pas de différence. Quand j'ai dit tout à l'heure l'accompagnement de la personne, quelle que soit la personne, quel que soit son âge, il faut que l'on soit aux côtés de toutes les personnes, de toutes. Les personnes handicapées font partie de toutes les personnes. Et c'est pour ça que les actions que l'on a, eh bien, elles sont transversales, elles sont universelles. C'est ça. Charlotte. Alors sur le volet du handicap, effectivement, le département est à la fois financeur des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Et puis il est le financeur de la prestation de compensation de handicap, donc qui vient, la PCH, qui vient compenser le handicap, voilà, des personnes. Donc ça, c'est une grosse mission du conseil départemental. Du conseil départemental. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, travailler sur l'inclusion, c'est aussi pour nous un enjeu actuellement, puisqu'on fait un travail en collaboration avec la maison départementale des personnes handicapées, dont est membre le conseil départemental, hein, puisque c'est un groupement d'intérêt public. Hein. Et nous sommes en train de travailler justement avec la MDPH pour que dans nos maisons du département social, on puisse aussi être une porte d'entrée et donner un relais d'infos qui soit assez précis pour ces personnes en situation de handicap qui viennent rencontrer nos travailleurs sociaux. Voilà, ah ben oui, il fallait un petit mot comme ça, ben oui, ben c'est comme ça, voilà. Il faut oublier personne. Et on n'oublie personne, et puis c'est important, on le dit, il y a des gens qui regardent un peu partout en France, ben, il se passe beaucoup de choses en Haute-Vienne, venez faire un tour, voilà, et puis on tient énormément à l'être humain, à son voisin, aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Merci beaucoup, merci d'être venu jusque dans mon salon, c'est toujours un plaisir.
Toujours un plaisir d'accueillir aussi des gens qui viennent d'autres départements. Parce qu'on n'a pas parlé du tourisme non plus. C'est vrai. On est aujourd'hui, on peut proposer des animations, des séjours. Voilà. C'est vrai. On a fédéré. Venez nous découvrir. Voilà. On a fédéré autour de toutes les communautés de communes aujourd'hui une marque qui indique où nous sommes. C'est Limousin Nouveaux Horizons, qui est la marque que tout le monde peut mettre en avant pour venir passer un agréable séjour chez nous. Voilà, vous l'aurez compris, à partir de la semaine prochaine, le président Leblois sera chroniqueur dans cette émission, parce qu'on sent qu'il aime, hein, il est là, il aime bien, il y a plein de choses à dire, en plus on pourrait y passer des semaines et des semaines. Surtout quand on est bien reçu. Hein. Mais vous faites bien de le dire, effectivement, venez nous voir, venez chez nous. Allez, je vais bientôt vous libérer, juste un petit peu d'autopromo parce que c'est pas tant pour moi, c'est l'actualité. Une fois de plus, vous avez le site, c'est gratuit, postulez, posez vos CV, etc. Voilà, je vais vous dire, il y a un message qui vient juste d'arriver, donc je vais vous le dire aussi. Je vous retrouve également tous les lundis matins avec mon amie Vanessa Fino, dans l'émission de mon amie Vanessa Fino. Vous êtes formidable, je vous parle de quoi? D'emploi. Sur 7 à Limoges, la télévision de la ville de Limoges, on vous présente chaque semaine les créateurs d'entreprises et puis le réseau des radios locales qui est aussi très, très actif. Alors, juste une petite, voilà, un petit commentaire qui est arrivé à la fin. Bonsoir Rizlan, ça fait plaisir de savoir que Rizlan était derrière l'écran. Rizlan est quelqu'un qui est très actif dans le domaine de l'aide à la personne. Elle a vraiment une démarche très réfléchie, très. On la connaît. Bien sûr. On la connaît. Et elle dit bien bonsoir à tous, Monsieur le Président, Madame la DGA. Ah oui, ça rigole pas. Hein. Les services autonomie à domicile ont des idées pour contribuer à la bonne gestion de l'APA et de la PCH. Au plaisir d'échanger. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Bon, écoutez, ils sont toujours d'accord pour discuter, Rizlan, et à très bientôt. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous pouvez aller manger.